Et bienvenue à tous, bienvenue à bord du Noclipus, c'est le nom de ce sous-marin. J'ai avec moi le commandant Brice qui est à la régie. Bonsoir le chat. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour le second épisode de Iceberg. Iceberg, qui est un format américain, qui voilà, est un petit peu comme le format top ou le format vlog, où c'est une façon de parler des choses, où tu vas strat par strat et tu explores de plus en plus en profondeur les sujets. Et nous, on a choisi de parler de jeux vidéo en prenant pour base le roster de Smash Bros. Là, on est tombé sur Ice Climber. J'avais envie de commencer l'histoire des Ice Climber pour qu'on comprenne un petit peu l'origine de ces personnages par une vidéo, et une vidéo extrêmement précieuse, parce que c'est une vidéo qui date de 1986, et c'est la toute première fois où des journalistes japonais sont entrés chez Nintendo pour vouloir rencontrer le papa de Mario, parce qu'à ce moment-là, le jeu venait de sortir. Et vous allez voir qu'en fait, il y a un truc un peu bizarre. Le harcèlement existait déjà en 1986. Le papa de Mario, alors c'est un gros mystère autour de cette vidéo. Pourquoi est-ce que ils ont présenté cette personne à la place de Shigeru Miyamoto? Est-ce qu'il était en déplacement? Est-ce qu'il voulait pas se montrer? C'est bizarre parce que Shigeru Miyamoto commençait déjà à apparaître dans les médias, dans les magazines, etc. Donc c'est, à mon avis, il a pas voulu... il devait pas être là, je sais pas. Mais en tout cas, la personne qu'on a ici, ce n'est pas Shigeru Miyamoto, c'est Kenji Miki, qui est le créateur de Ice Climber. Il a pas fait énormément parler de lui, il a fait Golf, Wario Woods, il a supervisé Mario Party, des trucs comme ça. Et avec lui, Kazuaki Morita, qui a codé le jeu Ice Climber. Il a programmé Super Mario Bros, Zelda, tous les Mario, A Link to the Past, enfin Majora's Mask, Ocarina of Time, même Breath of the Wild, il est superviseur, donc c'est un gars extrêmement important. Et Ice Climber, ça a été son tout premier jeu sur lequel il a travaillé. Et en fait, je vais essayer de vous remettre un petit peu déjà dans le contexte de l'époque des Ice Climber. On est en 1984 et la Famicom, donc la future NES, vient de sortir. Et à ce moment-là, en fait, on donne la mission aux employés de Nintendo de créer à toute vitesse le plus de jeux possible, parce que on est dans un contexte de crash aux États-Unis des jeux vidéo, où en gros la faible qualité des jeux font que le secteur s'est totalement effondré. Du coup, Nintendo ils se disent, oh là là, nous, on va fermer les vannes, et les jeux qui seront sur notre console ne seront que des jeux produits en interne, pour s'assurer vraiment d'être sûr que ce ne soit pas des bouses. Et à ce moment-là, ils leur disent de développer des jeux avec une spécificité, c'est de faire des jeux à scrolling. Vous savez, comme à l'époque de la PlayStation, quand elle est sortie, la grosse nouveauté c'était la 3D. Donc les jeux qui devaient sortir sur PlayStation, il fallait qu'ils soient en 3D pour vraiment montrer ce qu'elle avait dans le ventre. Là, ce qui voulait montrer ce qu'il y avait dans le ventre de la Famicom, qu'on voit ici justement, c'était la possibilité de faire du scrolling. Le scrolling, c'est-à-dire que l'écran défile, que ce soit en haut, à droite, à gauche. En tout cas, sortir des jeux fixes, parce qu'à l'époque, on était sur des jeux fixes comme Donkey Kong, vous voyez, tout ça, c'est des jeux fixes. Et autant au début sur la Famicom, ils ont juste adapté leur succès d'arcade de Nintendo qui sont restés des jeux fixes, autant après ils leur ont dit, il est temps les gars de exploiter cette fonctionnalité de la console pour qu'on se démarque. Et à ce moment-là, ils testent plein de façons de faire du scrolling. On a Shigeru Miyamoto qui travaille sur Devil World, voilà, qui a une espèce de scrolling, on va dire plutôt latéral. On a Excitebike avec du scrolling horizontal. Et pour le coup, sur Ice Climber, ils se disent, nous on va partir sur un truc vertical. Sachant qu'en plus, c'est vraiment une période où le jeu de plateforme en lui-même, le terme n'existe pas, donc il y a tout à créer encore. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous ces jeux qu'on voit un petit peu là, et dont Ice Climber, sont des jeux qui ont un peu entraîné les employés de Nintendo et entraîné Shigeru Miyamoto à un petit peu comprendre la console, à comprendre les fonctionnalités, à tester des trucs avant d'en venir à Super Mario Bros. Super Mario Bros, c'est vraiment le jeu qui réunit toutes les connaissances, le jeu le plus ambitieux, où ils se sont dit, ok, maintenant qu'on sait tout ça, on va faire le jeu ultime. Mais avant ça, il a fallu donc plein d'erreurs, et on peut dire que Ice Climber, à ce titre, en fait pas mal. Donc c'est un jeu qui était auquel on pouvait jouer à deux. Là, je vais jouer tout seul.
L'objectif, c'est très simple, c'est, vous voyez cette espèce d'oiseau un peu bizarre, une sorte de ptérodactyle, a une aubergine dans les pattes, et le but c'est d'aller choper cette aubergine, tout simplement. Voilà, donc je dirige ce petit bonhomme qui s'appelle Popo, qui peut frapper du marteau comme ça, peut frapper les petits ennemis comme ça, et le second joueur, quand on joue à deux, c'est Nana, c'est en gros le même personnage mais en rose, une version féminine du personnage. Donc vous le voyez, on combat des petits oiseaux, des petits bébés phoques, sachant d'ailleurs que là on est sur la version japonaise, mais dans la version occidentale, ils ont changé les bébés phoques parce que c'était pas très bien vu en Occident qu'on tape des bébés phoques. Et là je sais pas si vous commencez à comprendre le petit truc qui est un peu galère avec ce jeu, c'est la maniabilité. Il y a un truc très bizarre dans ce jeu. Regardez, là je cours à fond, donc vraiment je suis sur un sprint, mais quand je saute, il va tout simplement perdre précisément deux fois en vitesse. Voilà, c'est horrible. Et en fait, du coup, c'est très galère à jouer, c'est vraiment pas agréable du tout. J'ai parlé du coup avec Upsiland, qui est un super blog qui analyse le code des jeux sur NES. Il me dit que dans cette période du coup pré-Super Mario Bros, les jeux donc expérimentent différents types de sauts avant de trouver la bonne recette. En fait, on a l'impression quand on saute dans ce jeu qu'il y a une espèce de bourrasque qui vous vient dans le visage. Son avis à Upsiland, c'est qu'il dit que ils ont voulu implémenter une notion de air control dans le jeu, c'est-à-dire de pouvoir diriger encore son saut une fois qu'on est en l'air. Ce qui est un truc pas conventionnel à l'époque parce que à l'époque, on essaie d'être un peu réaliste dans la maniabilité, et on se dit pas que c'est réaliste de pouvoir encore diriger son saut quand on est en l'air. Ça n'a pas de sens. Quand vous sautez, une fois que vous avez sauté, vous suivez votre trajectoire. Alors que dans un Super Mario Bros, quand tu sautes, tu peux bouger à gauche, à droite une fois que tu es en l'air. Mais avant de le comprendre, ça, il fallait passer par ce genre d'erreur. Donc ils se sont dit qu'ils ont voulu brider un petit peu le air control. Il y en a un petit peu de contrôle dans les airs avec ce jeu, mais c'est mal réglé, la vitesse ça va pas du tout. Contrairement à Mario, il n'y a pas encore de mécanique d'accélération et d'inertie dans le moteur du jeu. Dans Mario, vous savez, vous pouvez sauter avec la touche, mais avec l'autre touche, vous pouvez choisir de courir ou non. Et c'est ça qui va donner de l'accélération ou non à vos sauts. C'est un truc qui n'est pas présent dans Ice Climber, qui n'est pas présent du tout. Ice Climber sort en 1985, il est déjà sorti en arcade, et ensuite il est sorti sur Famicom, c'est sorti également sur NES, bien sûr ensuite en Occident. Puis il y a même eu un petit peu de goodies, là vous voyez on a un petit jeu de plateau Ice Climber, donc voilà, on pouvait sans doute trouver à l'époque quelques goodies quand même liés à ce jeu. Ça a été quand même un succès en soi, c'était dans le top 8 des bandes d'arcade, donc ça a jamais été un succès foudroyant. C'est une licence qui est totalement tombée dans l'oubli aujourd'hui, qu'on connaît uniquement par rapport à Smash, et justement, on pourrait se poser la question, mais finalement, si c'est si anecdotique ces personnages, pourquoi dans Smash Bros c'est apparu? Pour répondre à cette question, il va falloir aller un peu plus en profondeur sur le sujet. Si, Commandant Breeze, vous êtes d'accord, nous allons plonger plus en profondeur pour aller sous la surface. C'est parti.